Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Qualita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes de Studio Qualita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Qualita. Bonjour à tous et bonjour à toutes, vous êtes sur Studio Qualita, on vous donne la parole comme chaque mercredi et ce matin en direct sur Studio Qualita puisque nous nous retrouvons exactement 10h du matin et donc nous allons donner la parole à nos auditeurs. Pour participer à cette émission, je vous rappelle que le numéro de la boîte vocale c'est le 050 430 80 20, 050 430 80 20. Vous pouvez nous appeler, nous laisser un message et nous vous rappelons pour participer à l'émission. Et notre premier auditeur ce matin, on vous donne la parole sur Studio Qualita, c'est Félix. Félix Pérez, bonjour. Boker Tov. Bonjour. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de la fermeture du Jérusalem Post en français. Oui, c'est une mauvaise nouvelle pour la communauté francophone, notamment du Moyen-Orient, parce que le Jérusalem Post est un journal de qualité qui a 28 ans maintenant, une cinquantaine de pages, des articles de très bon niveau. D'ailleurs, les auditeurs peuvent voir la première page du Jérusalem Post. C'était... Alors, tout à fait. Alors, c'est un peu compliqué. Le numéro 0 d'essai est sorti en 1988. Oui. Ensuite, il y a eu une petite pause et le journal, comme le Jérusalem Post Global anglais, dont je parlerai tout à l'heure, la maison mère, qui est Jérusalem Post anglais, qui est un très très gros journal quotidien, a été racheté en 1989 par un groupe canadien. Oui. Et ce groupe canadien qui parlait français et anglais a trouvé intéressant l'idée qui était née en 88 d'un journal francophone et a relancé cette idée, l'a mise en route. Et le premier numéro est né, le numéro 1, est né en 90 en fait. C'est le numéro 0 qui est en 88 que vous voyez. Le numéro 1 c'est début 90 et on va finir donc à 1390 numéros en février 2018. Voilà. Alors le Jérusalem Post en français a été créé par le Jérusalem Post en anglais. C'est une émanation. Voilà, par la maison mère. Alors la maison mère du Jérusalem Post en anglais à l'époque, c'était donc cet actionnaire canadien Conrad Black. Oui. Il avait racheté le Jérusalem Post anglais. Alors le Jérusalem Post anglais, lui, existe depuis 1932. C'est une institution en Israël. Il tire à près de 30 000 exemplaires tous les jours. C'est un très très gros journal. Vous savez, il y a deux titres en langue étrangère. Il y a Jérusalem Post et Haaretz en anglais. Oui. Haaretz, c'est surtout le New York Times qui reprend et un petit supplément à lui. Donc le gros journal anglophone, c'est le Jérusalem Post anglais. Il a comme filiale de nombreuses filiales, dont je parlerai tout à l'heure, dont l'édition française créée en 1990. Voilà. D'accord. Donc alors, le Jérusalem Post, donc c'était un service, vous pensez, un service important dans le monde de la presse, des médias francophones en Israël? Alors voilà, oui. Il tire à plusieurs milliers d'exemplaires, contrairement aux chiffres qui circulent aujourd'hui. Il est rentable, on va en parler tout à l'heure. Si on veut voir son contenu, le pourcentage de texte du journal, Israël Magazine, par exemple, qui est un bon journal, à 40% de texte, Actufi, qui est un excellent journal, à 55% de texte, et Jérusalem Post à 70% de texte. Pour vous dire qu'il a du contenu, il fait 47 pages, il a des très longs articles, donc c'est des journaux qu'on ne peut pas comparer à des petits journaux qui sont intéressants, dont je ne veux pas baisser la qualité, qui sont importants pour la communication, mais qui ont pas... voilà. Alors, si on prend par exemple l'avis d'un journal sérieux et indépendant, qui est le Courrier International, que tous nos auditeurs connaissent, ils disent « Le Jérusalem Post est le plus dynamique et complet des groupes de presse israéliens, y compris sa version française. Voilà une analyse extérieure. Alors, il faut savoir que le Jérusalem Post a été racheté en 2004, le groupe globalement, par un milliardaire qui s'appelle Eli Azur, qui est un groupe de communication, et on va comprendre les raisons de la fermeture comme ça. Et Eli Azur a racheté en 2004 le groupe Jérusalem Post, d'accord. Le groupe canadien avait fait faillite. Eli Azur a acheté aussi le quotidien russe qui s'appelle Novosti Nedelis. Il a acheté 2 chaînes de radio un peu particulières qui émettent de l'étranger, 2 stations de TV
sur des business models un peu particulières. C'était un francophone, non? Non, pas du tout. Eliazur, pas du tout. Non. Je vous dis, l'édition francophone est une des filiales, des nombreuses filiales du Jerusalem Post anglais. Alors, il a créé en 2007 le Christian Edition pour faire une synergie avec le Monde chrétien évangélique, qui est un gros mensuel. Il a développé le Jerusalem Post pour apprendre l'anglais, le Jerusalem Post pour apprendre l'hébreu. Et comme le journal a tourné très Likoud, les journalistes qui étaient plutôt avoda sont partis en créant le Jerusalem Report, qui est un mensuel. D'accord. Mais qui est resté filiale du Jerusalem Post anglais. Donc cet actionnaire avait tout ça, et en plus de tout ça, donc toutes ces filiales de télé, de radio, etc., il a acheté en 2014, il a racheté le Ma'ariv, qui est un énorme journal, deuxième plus gros tirage des payants en Israël, qui a été racheté en 2014. Vous voyez le groupe colossal que ça lui Donc crée. C'est un groupe qui est rattaché au Ma'ariv, Jerusalem Post en anglais. Non, ça c'est l'actionnaire, le Ma'ariv est rattaché à Eliazur, le Jerusalem Post est rattaché à Eliazur. Voilà, tout ça c'est rattaché à Eliazur. Donc c'est la même personne. Cette personne avec son groupe de communication, c'est normal, après 3 ans, dit « moi je veux recentrer tout ça ». Il a pris 3 ans pour analyser tout son business model, et il veut recentrer. Recentrer, ça ne veut pas dire éliminer les choses qui font faillite nécessairement. Par exemple, le Jerusalem Post français est très très bénéficiaire, mais n'est pas en synergie, n'a pas de synergie avec le Jerusalem Post anglais. D'accord. Parce qu'un lecteur qui lit le Jerusalem Post français, a priori, il lit pas l'anglais, donc ça rapportera pas un seul lecteur, ça recentrera pas sur Ma'ariv, ça va pas recentrer sur les télés, les radios, etc. du groupe. Idem, il a fermé il y a 2 mois le Christian Edition. Le Christian Edition qui était un gros mensuel, qui était très très lu dans le monde chrétien, dans le monde entier. C'est le seul journal chrétien du Moyen-Orient, donc vous imaginez toutes les ambassades, etc., tous les lecteurs, les bibliothèques du monde, etc. Mais pareil, pas de synergie, après analyse, avec le groupe. Des lecteurs chrétiens ne sont pas en synergie avec toutes les filiales que j'ai citées tout à l'heure, ni avec Ma'ariv, évidemment. Bon. Et probablement, la probabilité est de quasiment 100% qu'il ferme dans les mois qui viennent le Jerusalem Report, qui est un journal donc à gauche, pas mal à gauche, mais pas du tout en ligne avec la ligne du journal qui est plutôt centre-droit, et qui donc de ce fait, malgré qu'il soit rentable évidemment, et très prestigieux journal, n'a pas de synergie étant de gauche avec le journal qui est plutôt, le groupe de médias qui est plutôt à droite. Ce que vous nous expliquez, Félix, c'est que la raison en fait de la fermeture du Jerusalem Post en français, c'est quand même qu'il est il est bénéficiaire, donc on comprend un peu mal pourquoi le fermer. Il n'a même pas de synergie. Alors le groupe de Eliazur, c'est un groupe qui est énorme, donc il cherche à se recentrer. Allô ? Oui, je sais. Il cherche à se recentrer sur quelque chose qui lui amène des synergies, ok ? Oui. Alors, ce quelque chose qui lui amène des synergies n'entre pas là-dedans le Christian Edition, n'entre pas là-dedans l'édition française, par exemple. Voilà. Ça ne lui amène pas de synergie. Voilà les raisons. Ça ne lui amène pas de lecteurs supplémentaires, ça n'amène rien à Ma'ariv, ça n'amène rien aux stations de radio et de télé. C'est un peu comme des excroissances qui donnent des fleurs, mais sans rapport avec l'arbre. Alors, on enlève ces fleurs. Voilà, c'est la raison. C'est la raison pour laquelle... Et vous êtes, vous, particulièrement déçu de cette fermeture ? Comme beaucoup de lecteurs. Il y a beaucoup de lecteurs qui sont déçus. Je voudrais rendre hommage quand même à l'équipe de journalistes. Il y a quand même... il y a eu beaucoup de rédacteurs en chef, d'ailleurs, et de rédactrices en chef. Allez-y. Je voudrais citer Richard Darmon, qui est fondateur du journal 90-96, qui est maintenant à Israël Magazine, qui a fait un excellent travail, Le directeur de publication de l'époque était l'avocat bien connu Léon Rosenbaum. Il y a eu notamment, alors j'en oublie, mais Isabelle Puder-Bottel, Nathalie Blo, Eve Hakimi, Johanna Friat actuellement, une équipe de journalistes sympathiques, des articles excellents. Il y a notamment quelque chose d'exceptionnel, l'agenda des activités en France et en Israël. Ça, il n'y a rien. C'était quelque chose de très, très suivi et très lu. Absolument. Il y avait des rubriques sur la société, la politique, la culture, l'industrie, et très original, les recensions de livres. Il n'y a rien de tel nulle part dans le monde, même dans ActuJ. Les recensions de livres de qualité. Alors évidemment, il y a des mauvaises langues qui disent que 2 tiers du journal, c'était des traductions d'articles de l'anglais.
Et il reste qu'il y avait 17 pages de 7500 caractères qui étaient autonomes. Les traductions de l'anglais étaient d'excellent niveau, les articles du Jerusalem Post anglais étaient d'excellent niveau, et on aurait pu imaginer très très bien avoir plus de textes en français, seulement l'actionnaire avait imposé, et on le comprend, qu'il y ait des articles de l'anglais traduits. Voilà. Voilà. Alors les perspectives de reprise... Allez-y, on terminera avec ça, Félix. Voilà, c'est difficile de reprendre sans la marque, le journal ne peut pas vendre parce qu'il ne veut pas vendre la marque Jérusalem Post, et si on reprend sans la marque Jérusalem Post, ça n'a pas de valeur en soi, ce qui a de valeur c'est la marque. Par contre, on peut imaginer que ce journal soit recréé, par exemple par Kalita, que Kalita recrée en reprenant quelques journalistes le journal, ou d'autres, voilà. Écoutez, on va faire la proposition à l'équipe de Kalita. Il y a d'autres possibilités. C'est un journal excellent. Ce serait dommage que l'aventure s'arrête là, parce que les lecteurs vont être très déçus. C'est toujours très décevant et très triste de voir un média, que ce soit un média audiovisuel ou une presse écrite, qui ferme, puisque c'est en fait un peu moins de démocratie et un peu moins de partage d'idées qui est permis. Je vous remercie pour cet hommage, en tout cas. Merci beaucoup, Félix, de nous avoir parlé du Jerusalem Post en français et de sa fermeture, plus exactement. 050 430 80 20, c'est le numéro de téléphone de la boîte vocale. Vous pouvez aussi réagir si vous nous suivez actuellement sur Facebook en réagissant, en donnant votre avis sur l'émission. Vous pouvez le faire tout simplement en écrivant donc sur Facebook, ou bien si vous voulez participer vous aussi à l'émission 050 430 80 20, c'est le numéro de la boîte vocale de Studio Kalita. Vous pouvez nous laisser un message sur cette boîte vocale et nous vous rappelons. Il est 10h12, vous êtes toujours sur Studio Kalita. Nous sommes ce matin donc en direct et nous avons notre prochain auditeur en ligne qui va dans un instant parler d'un sujet très important, puisqu'il s'agit de la légalisation de Chavat Gilad, de ce point de peuplement qui a été décidé, une légalisation qui va être mise en œuvre bientôt. Et c'est Alain Rosenquier qui va nous en parler et qui va nous donner son avis sur cette légalisation. Bonjour Alain. Bonjour. Alors rappelons que vous nous appelez de Paris. Tout à fait, Paris sous la neige. Paris sous la neige, oui. 20 cm de neige ce matin. Oui. Ça doit être très beau. Envoyez-nous des photos. Et vous voulez nous parler de Chavat Gilad, donc de ce point de peuplement. Rappelons un peu les faits. Il y a eu un attentat, on s'en rappelle, il y a déjà à peu près 3 semaines. Du Rav Razi Al-Shevar. Et à la suite de cet assassinat, le gouvernement a décidé, donc, lors de sa dernière réunion, de légaliser le point de peuplement de Chavat Gilad. Et vous, alors, qu'en pensez-vous ? Tout d'abord, on ne peut être qu'attristé par les pertes humaines qui sont intervenues, que ce soit à Chavat Gilad, que ce soit à Ariel hier, que ce soit la tentative d'attentat qu'il y a eu ce matin. Et ces répétitions de ces attentats, de ces meurtres, y compris la mort de manifestants palestiniens, on peut les appeler meutiers si l'on veut, mais voilà, on est dans une situation où il y a un cercle de la violence. Mais on ne peut que souhaiter qu'il soit mis un terme. Alors est-ce que vous pensez que, justement, qu'est-ce que vous pensez que cette décision du gouvernement va provoquer sur le terrain ? Cette décision du gouvernement est inquiétante, d'une part parce que, je veux dire de deux choses l'une, soit effectivement il fallait légaliser cette implantation
ce n'est pas mon avis, mais on peut partager cette opinion. Et dans ce cas-là, il fallait le faire avant, et il n'y a pas de raison de le faire maintenant. Je veux dire, l'agenda politique du gouvernement israélien ne doit pas être dicté par les attentats et par les événements d'actualité. Et s'il ne fallait pas la légaliser, et il y avait de bonnes raisons pour cela, l'assassinat qui est intervenu n'y change rien. Alors, a été invoqué l'effet dissuasif. L'effet dissuasif auprès de personnes dont on sait très bien qu'ils non seulement ils n'ont pas peur de la mort, mais qu'ils la recherchent. On voit pas quel effet dissuasif ça peut avoir, et malheureusement les événements d'Ariel et ceux de ce matin montrent bien que d'effet dissuasif il n'y a pas. Il n'y peut y avoir qu'une incitation à s'opposer à ces mesures. Alors, ce que pourrait vous répondre le gouvernement ou les personnes qui habitent dans ces régions, c'est que l'effet dissuasif, justement, c'est de dire aux Palestiniens qui font ces attentats, qui font ces actes de terreur, justement, nous sommes là et nous continuerons à être là, et votre façon d'agir ne nous fait pas peur. C'est peut-être ça qu'en fait... C'est effectivement, mais on voit bien que ça n'a pas d'effet, et on peut très bien considérer que de la même façon que les Juifs de par le monde n'ont pas accepté la situation qui leur était faite et qui a duré très très longtemps, des centaines voire des milliers d'années, ne les a pas empêchés de revenir en Israël lorsqu'ils souhaitaient le faire. Donc d'imaginer que les Palestiniens, qu'une population accepterait des pressions pour modifier leur identité, leurs revendications qui sont légitimes à partir du moment où il s'agit d'un État palestinien à côté d'Israël et non pas à la place d'Israël, c'est erroné. En plus de ça, dans le cas présent, il faut bien voir aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais Chavat Gilad est une implantation particulière, c'est une implantation sauvage qui n'a pas été voulue par le gouvernement israélien lui-même. Le gouvernement s'y est opposé. Il y a eu des ordres d'évacuation qui ont été donnés, il y a eu des tentatives qui ont été faites, ils sont revenus, on est dans la plus complète illégalité, indépendamment du fait que cette implantation s'est installée sur des terres privées palestiniennes, même si les Israéliens... Oui. Alors voilà, on va quand même dire que vous faites partie du mouvement La Paix Maintenant. La Paix Maintenant, oui, tout à fait. À Paris. Vous êtes président, porte-parole ? Président de l'association à Paris. D'après vous, lorsqu'il y a de ce genre d'action, d'actes de terrorisme, d'assassinat, comme vous l'appelez, quelle doit être la réaction israélienne officielle, en tout cas, la réaction du gouvernement ? La réaction doit être... Primo, de condamner cet attentat, ça c'est clair. Il faut condamner les attaques personnelles. Il faut maintenant prendre la décision. C'est une implantation qui est située au cœur du territoire palestinien, à plus de 20 kilomètres de la barrière de séparation, à quelques kilomètres de Shrem. C'est une implantation qui, dans le cadre d'une solution à deux États, quels que soient les tracés des frontières, devra être évacuée parce qu'elle est beaucoup trop enfoncée à l'intérieur des territoires palestiniens pour avoir une chance de rester, si effectivement la politique poursuivie n'est pas une politique d'annexion des territoires palestiniens. S'il s'agit effectivement d'établir un grand Israël et avoir un État binational, alors effectivement cette implantation pourra rester. Si on imagine qu'il y aura une solution politique, quel que soit le tracé des frontières, cette implantation est condamnée parce qu'elle est bien trop enfoncée à l'intérieur des territoires palestiniens. Et non seulement le problème se pose sur la superficie qui est occupée par cette implantation, mais il va y avoir besoin d'avoir des routes d'accès. Compte tenu du fait qu'elle est en plein cœur de territoire palestinien, il va falloir encore exproprier ou prendre des terres à des Palestiniens pour construire une route d'accès qui soit correcte, entre guillemets. Il va falloir protéger cette route d'accès, donc mettre annexer ou
ou geler des terres palestiniennes également à loin, c'est un problème sans fin. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le gouvernement ne voulait pas de cette implantation. Oui, c'est un problème, un problème aussi pour les personnes qui se sont installées là-bas et qui ont commencé à faire leur vie. Bien entendu, non, mais il ne s'agit pas de... Enfin, on peut regretter, mais il est clair que si il y avait eu la réaction du gouvernement israélien qui aurait dû être la sienne et qu'il n'a pas eu la force de promouvoir. En plus de ça, ça peut donner l'impression maintenant aux colons qu'effectivement ils ont un peu le terrain libre devant eux. Le gouvernement n'a pas le courage pour des questions de majorité et de fragilité de Netanyahou. On attend avec impatience les recommandations de la police concernant une prochaine mise en examen. Donc il ne peut pas se permettre d'avoir des conflits avec sa majorité, et ce qui fait que donc là il est tout à fait sensible à toutes les pressions, et donc on peut craindre qu'effectivement que les colons se sentent le vent en poupe et que de nouveau il y ait diverses provocations de nouvelles implantations sauvages qui ne feront qu'accentuer cet enchaînement de haine et de violence et de victimes de part et d'autre qui sont trop nombreuses et auxquelles il faut mettre fin. Merci, merci de nous avoir donné votre avis, en tout cas sur cette question, et un avis important, Alain, puisqu'il est partagé par une partie aussi de la population israélienne, et c'est important aussi de faire entendre votre position sur les ondes de Studio Kalita. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci Au revoir. beaucoup, Alain. Merci, Alain. Bonne journée. Donc, Alain qui nous appelait de Paris sous la neige et qui nous parlait donc de la légalisation de ce point de peuplement de ce village de Chavat Gilad, et qui pensait que c'était une erreur, en tout cas, du gouvernement israélien de faire ce pas de légaliser ce point de peuplement. 050 430 80 20, vous pouvez nous appeler pour participer à des émissions On vous donne la parole. C'est notre numéro de boîte vocale. Et puis vous pouvez aussi réagir en direct sur Facebook, puisque cette émission est diffusée en direct. Et vous pouvez donc nous suivre avec notre prochain auditeur qui est lui aussi de Paris ce matin. Dan Bokertov. Bokertov. Sous la neige aussi. Hein. Ah oui, là, pour avoir de la neige, on en a. Bah, profitez bien, voilà, profitez bien de la neige. Et vous allez nous parler d'un problème qui est vraiment israélien, puisqu'il faut dire que vous habitez entre la France et Israël, donc vous connaissez quand même aussi ce qui se passe ici. Et vous allez nous parler du problème qui est très médiatisé, il faut dire, en ce moment, celui des migrants, des migrants clandestins qui habitent Tel Aviv, hein, pour la plupart, dans le sud de Tel Aviv. Oui, tout à fait. En fait, pour tout vous dire, là, je viens de me faire traiter de raciste par un de mes amis. Je vous rassure quand même, hein, c'était sur mon mur Facebook, et cet ami, c'est un de mes nombreux amis virtuels que je ne connais absolument pas. Oui. Donc tout va bien. Mais quand même, il m'a traité de raciste parce que je soutenais l'idée qu'Israël devait effectivement expulser les Mistanénim, les infiltrés érythréens et soudanais qui sont aujourd'hui des résidents illégaux en Israël. Qui sont clandestins. Alors il faut expliquer que le gouvernement a pris une décision justement de renvoyer au fur et à mesure tous ces clandestins et de leur donner une somme qui est une somme assez importante, hein, surtout pour les pays dans lesquels ils sont envoyés. Il faut dire qu'ils sont envoyés dans des pays qui sont des pays où il n'y a pas de guerre, des pays qui ne sont pas dangereux. Ils reçoivent la somme de $3 500, si je ne me trompe pas, pour justement repartir avec un billet d'avion. Oui, en fait, donc en fait, il faut remettre les choses, je pense, en ordre. Ce n'est absolument pas une question de racisme de vouloir les renvoyer. Je pense que Israël l'a prouvé maintes et maintes fois. Il y a un tas de juifs noirs qui vivent en Israël et qui sont des Israéliens à part entière, qui sont super bien intégrés, bien mieux que de nombreuses communautés noires qui existent actuellement en France ou dans d'autres pays européens. En fait, le vrai problème, le problème de fond,
c'est que ces migrants illégaux qui sont venus du Soudan et d'Érythrée sont très majoritairement musulmans et ils n'ont donc aucun sentiment d'appartenance ou de reconnaissance dans le projet sioniste israélien et ni juif d'ailleurs. Oui, bien sûr. Ils n'adhèrent pas du tout au projet sioniste. On ne peut pas dire que c'est des enfants de Herzl. Alors, bien sûr, mais ça irait encore si ça s'arrêtait qu'à une forme de neutralité, d'accord. Bon, une non-adhésion, c'est une chose. Mais le problème, c'est que, de fait, leur appartenance à la religion musulmane, alors j'ai rien contre les musulmans, mais ça les rapproche de fait des Arabes dits palestiniens, et donc ils deviennent hostiles à Israël. Et ça, ce ne sont pas des thèses virtuelles que je suis en train d'exposer, c'est une réalité sur le terrain. Combien d'entre eux pensent qu'Israël n'appartient pas aux Juifs, que la charia doit être la loi suprême, etc. Vous imaginez la bombe à retardement que ça peut, enfin, vers quoi on peut aller avec des choses comme ça. Mais donc, alors, oui, allez-y. Oui. Non, ce que je veux dire, c'est que de l'autre côté, on a des personnes en Israël qui disent que le peuple juif, justement, qui lui aussi a été justement clandestin de temps en temps, des réfugiés, qui a été de pays en pays, qui a été accueilli dans certains pays, a le devoir moral d'accueillir ces personnes. Ouais, alors j'y viens. Je vais parler de ça parce que ça, c'est quand même super intéressant comme objection, et j'ai une contre-objection. C'est vraiment de tordre la vérité de dire ça. En fait, juste avant, je voudrais quand même finir sur le fait que le fait de les expulser, c'est pas une question de racisme. C'est simplement une volonté de protéger le caractère juif du seul État juif sur Terre et de protéger les valeurs universelles de liberté et de démocratie d'Israël, parce que, évidemment, une population qui pense que la charia doit être au-dessus de tout n'est pas on voit le résultat en Europe. C'est pas faut pas être aveugle. On voit bien qu'il y a des confrontations aujourd'hui. Donc en fait, pour revenir à ce que vous disiez, nous on a affaire à des gens qui sont rentrés de force sans autorisation sur le sol israélien, des gens qui sont des résidents illégaux, qui plus est, ils sont hostiles aux Juifs à Israël, et malgré tout cela, comme vous le rappeliez très très bien à l'instant, l'État d'Israël propose à chaque migrant qui accepterait de partir la somme de 3 500 €, plus un billet d'avion vers un pays où il n'est pas en danger. Alors maintenant, on va comparer le sort des Juifs durant ces derniers siècles. On le sait tous, on a tous souffert durant ces derniers siècles de pogroms, de massacres, que ce soit au Moyen-Âge, à toutes les époques. Et combien de pays dans lesquels on n'était pas des mistanénimes, on n'était pas des infiltrés, des résidents illégaux, etc. Combien de pays nous ont offert, alors les euros à l'époque n'existaient pas, ça j'en conviens, mais combien nous ont offert l'équivalent de 3 500 € aujourd'hui, et le voyage gratos pour quitter le pays où on était en danger vers un pays, aucun. D'accord. Donc déjà, voilà, combien nous on aurait aimé pendant la Shoah ou pendant l'expulsion des Juifs d'Espagne, etc. Combien on aurait aimé ne pas se faire massacrer, qu'on nous dise, voilà, t'es en danger ici, on te donne un billet d'avion, les avions n'existaient pas, mais bref, on te donne de l'argent, va t'installer ailleurs. Mais combien on aurait aimé que ça se passe comme ça. Donc déjà, la comparaison, elle est totalement fausse. Moi, pour prendre mon exemple de la Tunisie, je suis d'origine, mes parents et mes grands-parents sont d'origine tunisienne. Les Juifs étaient là-bas avant les Arabes eux-mêmes, et pourtant, ça n'a pas empêché les Arabes des Tunisiens de menacer de mort mon grand-père au moment de l'indépendance. Mes grands-parents, mes parents sont partis de Tunisie sans avoir le droit de prendre un centime. Ils sont partis vraiment avec leurs amis. C'est le cas de beaucoup. C'est le cas de beaucoup. Donc, et c'est le cas de centaines de milliers de Juifs. On parle toujours des réfugiés palestiniens, mais moi je suis un réfugié aussi. Je suis un réfugié de Tunisie. Mes grands-parents étaient tunisiens. Ils sont partis, les centaines de milliers de Juifs qui vivaient dans les pays arabo-musulmans durant le dernier siècle, ils sont partis comme ça. Bien sûr. Ils sont pas fous. Ils avaient des biens, personne n'en parle.
Alors bon, donc comparaison, vous pensez que cette décision est une décision juste et que le gouvernement a bien fait de prendre cette décision et que ça n'a rien à voir avec du racisme. C'est au contraire pour protéger l'État d'Israël et plus aussi, on n'en a pas parlé, mais on aurait pu aussi en parler longuement, pour protéger plus particulièrement les habitants du quartier de Tel Aviv Sud, du sud de Tel Aviv, puisque c'est là qu'habitent ces migrants. Oui, c'est pas simplement une bonne décision, c'est une décision vitale aujourd'hui. On a déjà tellement de problèmes, et on le voit, comme vous dites, c'est des choses qui sont palpables, à moins de vivre pas dans le sud de Tel Aviv, mais dans un quartier chic de Tel Aviv, et de penser uniquement que tout va bien, que ne pas être confronté aux problèmes, d'accord. Quand on est bien au chaud derrière son ordinateur, qu'on a un très bon salaire et que on peut penser n'importe quoi, mais quand on vit les choses concrètement, là, on voit les choses différemment, c'est sûr. Super. Merci beaucoup, Dan, de nous avoir expliqué votre position sur cette situation des clandestins en Israël et de la position du gouvernement. Merci, Dan. À bientôt et bonne neige. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. On arrive à la fin, donc on vous donne la parole. Je vous rappelle que le numéro de téléphone de la boîte vocale, c'est le 050 430 80 20. Vous nous appelez, vous nous laissez un message pour participer à l'émission. On vous donne la parole et on se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour un nouveau numéro 2. On vous donne la parole. Bonne semaine à tous, Shabbat Shalom et à bientôt. Bye bye. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Kalita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Graninic vous ouvre les portes de Studio Kalita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Kalita.